ce que je peux dire, c'est que le Congolais n'est pas bête. J'enseigne à l'ISTA, je suis venu là-bas, et si j'y reste, c'est parce que j'ai vu des cerveaux. Nous avons fait la journée qui a été patronnée par le président de la République. Le Premier ministre lui-même est venu le remplacer et ça a été organisé par le ministère de l'Industrie et le ministère de la Recherche scientifique. Il y a des idées innovatrices des jeunes et même des adultes. Qu'avons-nous fait de tout ça? De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le professeur Michel Omekanda Avoki. Il est chercheur au centre de recherche de General Motors aux États-Unis d'Amérique, 25 ans d'expérience. Il est aussi professeur à l'Institut de sciences techniques appliquées où il donne le cours d'électrotechnique depuis 2015. Professeur, nous vous saluons et merci de répondre à notre invitation de ce soir. Bonjour et merci beaucoup. Professeur, nous sommes en train de vivre une situation spéciale. Nous passons, il y a de cela presque plus d'une année, une situation qui concerne la pandémie de la COVID-19. Et la COVID-19 a changé nos manières d'exister, nos mentalités. Nous avons changé notre manière d'être et d'exister. Vous, en tant que chercheur, en tant que professeur d'université, nous venons échanger ce soir pour comprendre quels sont les éléments ou comment nous adapter à la COVID-19 pour exister. Les emplois sont fermés, les personnes sont licenciées. Aujourd'hui, il y a un terme qu'on parlait beaucoup, travail depuis la maison, télétravail, ainsi de suite. Notre monde change. Et là, certains pays dans le monde ont commencé à vacciner. Même la RDC s'apprête parce qu'il a reçu son premier lot. Ainsi, professeur, nous allons parler de la place de l'innovation et de la recherche dans des périodes telles que celle-ci pour améliorer tant soit peu notre quotidien de jour en jour. Professeur, un grand merci. Ma première question, professeur, comment passez-vous ce temps de pandémie de la COVID-19? Merci beaucoup pour toutes ces questions. En fait, je dirais que cette expérience de la COVID pourrait amener une révolution scientifique, technologique et même de l'innovation dans ce monde d'une façon que personne n'aurait imaginée. Personnellement, comme vous me voyez, là, je suis donc depuis une année à la maison où je travaille de façon virtuelle, comme on le dit. C'est-à-dire que nous utilisons des ordinateurs pour nous connecter, faire des réunions, ainsi de suite. Il m'arrive d'aller au labo, mais très rarement, parce que bon, il faut se rassurer qu'il n'y a pas assez de gens là-bas pour maintenir la distanciation. Mais la plupart du travail s'est fait en ligne. Eh bien, ce que je constate, c'est que le monde est en train de s'ajuster, s'adapter. Eh bien, la façon dont Dieu nous a créés, l'homme, je constate que nous sommes disons, comme des instruments qui ont une certaine intelligence et qui s'adaptent en fonction de l'environnement. Eh bien, avant ça, il fallait sortir de la maison, peut-être pour moi, pour 1 heure de route, arriver au travail, passer 8 à 10 heures, et puis une autre heure revenir à la maison. Eh bien, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ces 2 heures qui ont été perdues dans le trafic sont aujourd'hui utilisées dans la contribution du travail que j'ai fait tous les jours. Alors, comment est-ce que cette adaptation a été possible? C'est l'Internet. Je dirais que la présence de l'Internet a fait une révolution incroyable. Et je peux vous dire aujourd'hui, parce que c'est arrivé, qu'une compagnie comme General Motors a réussi à maintenir son profil économique et même ses bénéfices exactement comme quand on n'avait pas de Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est l'adaptation. On s'est adapté à la situation. Qu'est-ce que je peux dire par là? C'est en fait, quand j'ai vu la situation de notre pays, le Congo, le seul problème que je vois en fait en termes d'adaptation, c'était la possibilité de nous connecter par les moyens informatiques sur les lignes. Parce que chez nous, ça, c'est quelque chose qui vaut la peine, que l'après-Covid nous donne un enseignement quand même à tirer des leçons.
c'est un peu dommage que quand le Covid est arrivé, nous avons cessé de travailler dans les universités et même sûrement dans beaucoup de compagnies. Alors qu'ici, dans les pays comme les États-Unis, eh bien, moi, personnellement, je suis resté connecté avec le monde entier dans mon bureau à la maison, comme vous me le voyez pour l'instant. Bien sûr que derrière moi, vous voyez une image, ça c'est le quartier général des General Motors ici à Détroit. Mais en fait, bon, je suis là dans mon bureau à la maison. Donc, je crois que nous avons quelque chose à apprendre. C'est surtout la connexion Internet et quelque chose. Aujourd'hui, le travail virtuel va remplacer le travail de demain. Et la tendance que nous entendons, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de sondages qui ont été faits au milieu de chercheurs ici aux États-Unis, c'est tout le monde regarde comment valoriser finalement ce travail à la maison. Parce que quand je suis à la maison, vous imaginez par exemple qu'à l'heure où je vous parle, d'ici peut-être la fin de l'émission, j'ai une autre réunion qui s'en va tout de suite. Et donc, mes collègues au travail ne se rendent même pas compte que j'ai eu le temps de communiquer avec mon pays. Donc, ce côté-là, franchement, nous attendons beaucoup du gouvernement, essayer de révolutionner. Alors, ce n'est pas seulement la fibre optique. Oui, c'est vrai que c'est un investissement énorme, mais les antennes aussi. Aujourd'hui, nous allons dans le 5G, mais aussi aux États-Unis, nous avons encore la 4G que nous avons à Kinshasa. Alors la question, c'est de comment, pourquoi est-ce que nos entreprises de télécommunications ne peuvent pas nous assurer un service continu? J'arrive de temps en temps à communiquer avec mes collègues à Kinshasa et même, disons, mon assistant à l'ISTA, essayer de faire un certain nombre de choses, mais c'est vraiment difficile de maintenir 1 heure de communication sans qu'il y ait des interruptions intempestives, ce qui n'est pas une bonne chose. Je pense que, bon, il y aura des leçons à prendre. J'imagine bien que notre gouvernement va se poser des questions. Et quelqu'un comme moi, je serai prêt à partager l'expérience que je vois. Et je peux vous rassurer que le monde sera beaucoup plus fort qu'il était avant le Covid. Ça, je peux vous le rassurer. Surtout, bien sûr, les pays développés qui ont des moyens. Un pays comme les États-Unis, je crois que vous avez entendu maintenant que le nouveau président Biden a introduit un budget de 1900 milliards de dollars pour revitaliser l'économie. C'est vrai que, bon, même toutes les compagnies vont sentir ces différences dans l'amélioration des infrastructures. Et l'Internet a montré vraiment sa différence. Eh bien, le contact virtuel, comme je vous parle maintenant, nous pouvons être à 2 endroits différents et on peut faire le même travail. Je sais que dans le passé, eh bien, ce genre d'émission, on le faisait quand j'étais à Kinshasa. Mais nous voilà maintenant à plusieurs milliers de kilomètres. Nous pouvons communiquer comme ça. Professeur, un grand merci parce que nous vous suivons avec attention. Nous avons un Premier ministre nouvellement mis en place par le chef de l'État, désigné par le chef de l'État, Jean-Michel Sama. Professeur, quels sont les préalables, par exemple, à proposer au Premier ministre pour être capable à s'adapter? Nous avons la République démocratique du Congo où le taux d'électrification est faible parce qu'il y a certains coins du pays qui ne sont pas électrifiés. Nous avons un taux faible en infrastructure parce que quand je vois toujours l'ensemble de la République démocratique du Congo. Quels sont les préalables pour mettre en place ces pôles de développement qui permettent aussi de s'adapter de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de la République démocratique du Congo? Professeur, et vous-même, vous êtes enseignant. Quand vous enseignez vos étudiants à l'ISTA, c'est avec espoir qu'ils soient utiles à la société à partir de ce qu'ils apprennent de vous. Professeur Michel Omokanda Vuki. Eh bien, je suis très heureux d'apprendre que notre Premier ministre, parce qu'il a déjà été nommé, est un ingénieur. Ce que je voulais lui dire, franchement, et lui dire à haute voix, c'est: vous êtes ingénieur, restez ingénieur. Parce qu'après tout, dans la politique, il y a des gymnastiques dans lesquelles on va soit à gauche, à droite, au centre, ou je ne sais pas, en haut, en bas, pour se positionner. Éventuellement, regarder demain où est-ce qu'on va gagner le pouvoir, ainsi de suite. Il est temps peut-être ici, je sais que M. le Président a encore 2 ans et demi devant lui, que notre Premier ministre soit plutôt un ingénieur. Alors, parlons par exemple de l'électrification du Congo.
Nous savons bien que Inga a été construit, Inga 1, en 1972. Et puis Inga 2 est venu aux environs de 1982. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Dans l'entretemps, si vous regardez l'évolution de l'électricité chez nous, avec la croissance de la population, eh bien, l'électrification n'a pas suivi. Et si l'électrification n'a pas suivi, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'études ou il n'y avait pas la capacité du Congolais à pouvoir s'adapter et travailler et accroître sur le taux d'électrification. Je peux vous dire, par exemple, que la SNEL a fait des études dans lesquelles même il y a des rapports, je crois que la PNUD aussi a participé, dans lesquels on a regardé un peu ce que, je dirais, la nature nous a donné, ce que Dieu nous a donné. Et il a été répertorié, en fait, qu'au Congo, nous avons beaucoup de points de barrage hydroélectriques possibles. Qu'avons-nous fait de tout ça? Alors, je vais y aller peut-être un peu plus loin en tant qu'électricien. Franchement, je ne vise personne, mais je parle en tant qu'électricien, électrotechnicien. Je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, que depuis une dizaine d'années, disons une vingtaine même, après Inga 2, eh bien, il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont visé le Grand Inga. Je voudrais parler à tous mes frères congolais. Qu'est-ce que c'est que le Grand Inga? Eh bien, le Grand Inga, c'est cette puissance hydraulique installée que nous avons, potentielle, de fournir beaucoup d'électricité, des centaines de gigawatts, au travers de l'humanité. Prenons, j'ai dit l'humanité. Et cette humanité, en fait, consiste beaucoup plus à électrifier l'Afrique. Parce que nous avions le projet du temps de Mobutu, par lequel les lignes allaient partir du Congo, passer jusqu'en Éthiopie, aller jusqu'en Égypte, ainsi de suite, voir l'Europe. Suivez-moi très bien dans cette présentation que je fais. Nous vous suivons, professeur. Et vous suivez bien que quand je parle de ça, Inga part au travers de l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons électrifié dans les années 1970-80. Inga est allé jusqu'au Katanga, Chaba à l'époque, pour l'industrie minière. C'est la ligne à courant continu qui part de Kinshasa jusqu'au Katanga. Permettez-moi de vous dire qu'une ligne à courant continu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, vous prenez le courant que nous utilisons à la maison, on le transforme à un courant en deux lignes, le plus et le moins, comme une pile normale, et on le transporte jusqu'au Katanga. Ça veut dire que cette ligne qui passe par le Grand Kassai ne peut pas être utilisée par le Grand Kassai. Et c'était connu comme ça d'avance, parce que ce sont les Américains de General Electric qui l'ont fait. J'étais encore tout jeune à l'époque à Kananga, et j'ai vu cette ligne passer. Donc, on électrifie le Katanga, mais le Congo, ce n'est pas seulement le Katanga. Il y a le Bandundu, il y a à l'époque, bon, vous prenez le Kassai occidental par lequel passe la ligne, qui est le Kassai central aujourd'hui, vous regardez le Kassai oriental, il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas été électrifiés. Donc, Inga est là, on regarde le Katanga, une partie sur le Kinshasa, quelques centaines de mégawatts, et puis le Grand Inga, c'est beaucoup plus à l'extérieur. Mais si on va avec cette vision-là, c'est très bon. C'est une belle vision panafricaine. Mais quid du Congo lui-même, du Congolais? Mais en fait, j'ai un master's degree en développement durable. Et si vous regardez bien dans les 17 éléments de développement d'un pays, l'énergie, qui est l'élément numéro 7, est essentielle. Donc, moi, je dirais plutôt, nous avons beaucoup d'étudiants que nous formons à l'ISTA, à la faculté polytechnique de Mons. Ils sont prêts à être utilisés à la SNEL. Allons-y et prenons des houes et des machettes et tout ce qu'il faut. Construisons nos centrales hydroélectriques. Alors, je reviens par dire qu'il y a un vent maintenant qui me semble un vent plutôt très populaire, très sexy, pour dire on va mettre le solaire. Le solaire, l'éolienne. Les éoliennes et tout ça. Mais alors, je vais peut-être vous dire quelque chose d'autre. Chaque fois que vous regardez la publication sur l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, eh bien, les gens ne vous parlent pas du fait que là, derrière, il y a les unités d'accumulation de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie électrique, quand vous l'avez, eh bien, vous l'utilisez ou vous le perdez. Et si vous voulez l'utiliser à un autre moment, vous devez le stocker.
Et pour ça, ce sont les batteries. Alors, je vous donne un élément scientifique et technique. Eh bien, quand vous faites ce genre de choses, une batterie, aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, eh bien, c'est entre 5 et 10 ans, vous devez tous les remplacer. Et la batterie elle-même est encore chère. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir une possibilité d'accumulation d'électricité, vous devez encore investir plus d'argent. Mais même si vous le faites, 5-10 ans après, vous devez les remplacer. Alors qu'une centrale, même une microcentrale hydroélectrique, tout ce que vous avez, c'est l'eau qui tombe. Tout simplement, c'est comme si vous prenez un verre d'eau. L'eau tombe et la force de cette eau sur une moulinette, la moulinette tourne, il entraîne une machine électrique et vous avez une installation qui peut être là-bas pour 10, 20, 15 ans, 50 ans. C'est ce que nous avons par exemple avec Kinga aujourd'hui. Donc c'est pour cela que j'insiste un peu sur le fait que monsieur le Premier ministre, regardez un peu ce que nous avons. C'est un peu déplorable et je sais que nous avons aujourd'hui un modèle dans lequel la SNEL risque d'avoir la compétition à disparaître. Moi personnellement, en tant que fils du pays, je dirais la SNEL doit encore vivre, nous en avons besoin. Essayons de réparer cet outil, de rendre cet outil-là viable. Nous ne sommes pas encore à l'étape des États-Unis, de la France, de la Belgique, où nous allons mettre cette société étatique en compétition avec le privé. Je crois qu'il y a moyen encore. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que beaucoup de Congolais ne pourront jamais encore se permettre d'acheter l'électricité au prix du marché. Pourquoi? Parce que le niveau de vie est encore très bas. Donc, le gouvernement, son intervention est encore élevée. Alors, le gouvernement intervient, on produit de l'électricité un peu à tout via l'hydroélectrique. Dieu nous l'a donné. Alors, une centrale solaire, quand le soir tombe, le soleil est parti, combien de kilowatts vous produisez? Zéro. Zéro. Si vous avez des éoliennes et qu'un jour, un beau jour où le cyclone, je ne sais pas quoi, le vent est calme, vous produisez zéro. Mais alors, à ce moment-là, vous devez avoir quelque chose d'accumulé. Mais si vous n'avez pas accumulé suffisamment, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez voir, et ça, je ne suis pas un prophète, que la plupart des installations solaires que nous faisons, au bout d'un certain nombre d'années, les gens vont commencer à se plaindre. Et un des cas précis, je crois que le président Kabila avait inauguré une centrale solaire à Kananga, et aujourd'hui, c'est devenu finalement encore une musée. Donc, vous voyez un peu... Le professeur Michel Omekanda Avoki, avec lui, nous sommes en train de parler l'adaptabilité pour mieux vivre en période de COVID-19, créer de la richesse, créer du progrès, parce que nous devons continuer à vivre. Le professeur, nous avons remarqué une chose dans vos dires, vous êtes aussi pédagogue, que pour s'adapter, on doit prendre des mesures simples. Pour s'adapter, il faut déjà regarder dans notre environnement, qu'est-ce que nous avons pour utiliser. Et là, vous avez parlé des énergies. La RDC possède les énergies renouvelables et non renouvelables. Et dans les énergies renouvelables, nous avons le solaire, nous avons le vent, nous avons l'eau aussi. Et le non renouvelable, nous avons les énergies thermiques, ainsi de suite, le charbon. Mais là, vous insistez que la RDC est traversée par une hydrologie qui permet qu'il y ait des chutes, que l'on puisse installer des barrages. Aujourd'hui, en peu de temps, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons comme ressources pour pouvoir nous développer, nous adapter en ces temps de COVID-19 où chacun doit se développer chez lui parce qu'on ne sait pas bouger, mais on doit produire avec ce qu'on a. Et l'électricité a été démontré qu'elle crée des poules de développement. Mais nous arrivons à un point. Aujourd'hui, nous parlons des courants prépayés. Nous parlons des fois de la privatisation du secteur de l'énergie. Mais, professeur Michel Omekanda Avoki, comment faire bénéficier le secteur de l'énergie électrique pour que cela bénéficie aux Congolais et que ça puisse leur développer? On veut créer des grands centres. Certains coins de la RDC sont restés comme au Moyen-Âge parce que l'électricité n'a pas été implantée. Là où il y a de la lumière, les gens s'organisent, les gens commercent, les gens peuvent installer des entreprises. L'entrepreneuriat peut croître. Même l'Internet, pour que l'Internet fonctionne, il faut de l'électricité. Comment commencer avec des choses compliquées lorsqu'on ne peut pas maîtriser des choses simples? Vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme.
vous avez dit ceci, on a encore besoin de la SNEL parce que nous n'avons pas la capacité, par exemple, de nous focaliser sur le courant solaire, par exemple, l'énergie solaire ou éolienne, mais nous avons un fleuve, nous avons des chutes, Katende, Kakobola, nous avons le Bas-Congo, ainsi de suite, qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Mais, professeur Avoki, ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent en webinaire à la télévision, quels sont les obstacles qui empêchent à la RDC de se développer à partir du secteur de l'énergie électrique, notamment par nos barrages? Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'aujourd'hui, on commence à nous vendre des cartes prépayées pour consommer de l'énergie, mais sans changer au préalable le circuit de production et de distribution. Professeur Michel. En fait, je dois être honnête pour dire que entendre parler d'électricité prépayée, j'ai eu vent de ça chez nous. C'est un peu comme ça a été quelque chose qui nous a ramené au Moyen-Âge. C'est totalement inacceptable pour un pays qui a une capacité d'électrifier l'Afrique et disons même une partie de l'Europe, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire ce genre de choses. Mais ça nous permet d'être responsables. Vous consommez ce que vous avez payé. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est responsable? Une consommation responsable de l'énergie? Non, je ne trouve pas que c'est pas responsable. Moi, je dirais plutôt c'est de l'esclavagisme. Imaginez par exemple que vous êtes chez vous à la maison et pour une raison ou pour une autre, vous voulez rester un peu plus tard travailler à la maison, mais vous n'avez pas eu cette vision de payer un peu plus pour que la puissance dont vous avez besoin puisse vous permettre de passer toute la nuit. Vous allez vous retrouver dans le noir. Et au même moment, quand vous vous trouvez dans le noir, qu'est-ce que vous allez faire si les bureaux sont fermés? Vous voyez un peu, cette façon de faire n'est pas une bonne. Moi, j'ai grandi chez nous au Congo, j'ai quitté le Congo à l'âge de 18 ans. J'ai vu ce que c'était. En fait, je peux dire tout simplement, ce que nous avons aujourd'hui est une dégradation de ce que nous avions auparavant. Et il faut réparer ça. Nulle part dans un monde qui se respecte, civilisé aujourd'hui, vous trouvez ce genre de choses avec des compteurs préparés. Mais professeur, je ne vous interromps pas. Vous êtes dans un quartier, une avenue, où il y a une chambre froide qui consomme de l'énergie, au même titre que ceux qui sont avec des postes à souder, au même titre qu'un ménage. Maintenant, la facture d'électricité vient presque le même montant. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Pas juste du tout. Justement, ce sont des inégalités de ce genre-là qui peuvent justement faire rebeller la population. Parce que imaginez-vous le consommateur qui regarde celui qui a la chambre froide qui consomme plus d'électricité et il paye plus ou moins la même facture, comme vous le dites. Ben, écoute, je comprends que les autres se rebellent. Car on va dans les prépayés. Oui. Bah, justement, c'est ça. Pourquoi faire le prépayé alors que nous savons que la technologie existe? Et nous l'avions au Congo depuis avant même que je sois né. Vous mettez un compteur et ces compteurs-là, bien chacun, il va montrer ce que chacun a consommé chez lui. Le grand problème que je constate chez nous aujourd'hui, c'est que la SNEL a perdu la confiance de la population. Eh bien, apparemment, les dirigeants de la SNEL que nous avons eu par le passé, la politique de l'entreprise, a fait tel que cette entreprise a perdu la confiance. Parce que quand vous allez au Congo, chez nous, eh bien, la SNEL est devenue comme une bête noire. Alors qu'ici, par exemple, où je vis aux États-Unis, et je peux vous dire que j'ai vécu 10 ans en Belgique, c'est là que j'ai fait toutes mes études de doctorat, eh bien, bon, là-bas, quand la société d'électricité vient, ils sont les bienvenus parce que, bon, vous les voyez un peu comme des gens qui contribuent à votre bien-être. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est que cette société, aujourd'hui, doit être remis dans un sens que les dirigeants de la SNEL comprennent que c'est une société de l'État. Et ça veut dire quoi ça? Qu'en fait, qu'ils ne traitent pas le Congolais, le citoyen, comme un ennemi ou quelqu'un chez qui ils vont aller prendre l'argent pour vivre, mais qu'ils prennent un peu comme quelqu'un à qui ils donnent un service et que le gouvernement aussi fasse son travail. Mon frère, nous sommes tous Congolais. Permettez-moi de vous dire ceci, parce que c'est connu de tous. Le gouvernement congolais ne paye pas l'électricité. Vous le savez? Là, c'est vous qui le dites, hein? Bah oui, je le dis des publiquement. Affirmations graves. Bah oui, et effectivement, c'est très grave et c'est comme ça. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent à la SNEL. J'écoute beaucoup d'émissions qui se passent même chez nous. Il y a encore beaucoup d'émissions qui se sont passées il n'y a pas longtemps. Eh bien,
l'État congolais est mauvais payeur d'électricité. J'ai entendu même des cas où même, vous savez, le Parlement ne paye pas des factures. J'ai entendu des grands directeurs de la SNEL se plaindre de cette affaire-là dans beaucoup d'émissions. Eh bien, c'est-à-dire que nous avons déjà une structure dans laquelle mettons un peu de l'ordre, parce qu'ici, même la Maison-Blanche paye ses factures. Et quand tout le monde paye sa facture, il est de la responsabilité de l'administration de la compagnie SNEL de aussi considérer la population comme étant le client, avec respect. C'est un peu comme moi, je suis professeur à l'ISTA. Moi, je ne vais pas dire à mes étudiants m'inventer que je suis aux États-Unis, j'ai des doctorats en telle licence, en telle ingénierie civile, en tel don. J'essaie de les considérer comme mes frères, comme un de leurs aînés, qui peut leur amener la connaissance, qui peut faire le changement dans leur vie. Je crois que quand vous allez déjà avec une attitude positive, eh bien, l'autre partie vous accepte facilement. Mais ce n'est pas le cas de la SNEL. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, franchement, au lieu que nous allions peut-être regarder, oui, le solaire, c'est bien, ça, je vous le dis, mais ça sera une solution de court terme parce que 5 à 10 ans, il faut remplacer les batteries. Et si les batteries ne sont pas là, vous avez des problèmes. Eh bien, dans les pays développés comme les États-Unis, ici où j'ai vu, même en Belgique, en Europe ou partout, même dans les pays asiatiques avancés, les systèmes éoliens et les systèmes solaires sont utilisés comme des centrales d'appoint. Ça veut dire quoi? Quand le soleil brille et qu'à ce moment-là, toutes les entreprises, les usines fonctionnent, on a besoin de beaucoup d'électricité, eh bien, les panneaux solaires peuvent produire aussi de l'électricité, on injecte dans le réseau. Et à ce moment-là, on peut diminuer la consommation ou disons la production des centrales qui sont, par exemple, bon, si nous n'avons pas beaucoup de centrales hydrauliques ou quoi, mais nous utilisons des thermiques, on peut diminuer leur puissance. À ce moment-là, utiliser le solaire. Et quand la nuit commence à venir, eh bien, on avec les centrales thermiques. Mais à ce moment-là, la nuit aussi, le diplôme d'État, je l'ai eu à Kananga. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui passent chez nous, il paraît que la centrale Katende est aux environs à moitié faite. Et le matériel qui reste traîne quelque part au Katanga. Je l'ai entendu dans plusieurs émissions, je ne vais pas citer des noms ici. Alors, maintenant, ce que je peux dire à M. le Président, c'est au lieu qu'on nous installe des centrales solaires à Kananga, je vous dis qu'il y a déjà des antécédents, qu'on aille chercher ce matériel qui moisit quelque part là-bas au Katanga et qu'on l'amène, qu'on puisse mettre cette centrale debout. Alors, j'ai entendu, je ne sais pas si vous me permettez de citer des noms ici, il y a eu une grande émission à la télévision, une émission de 2 heures, chez un de vos confrères de la presse, si vous voulez, je peux citer le nom. Et dans cette émission, en fait, c'était une émission sur le Grand Kassai. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette émission-là. Et là, dans cette émission, il y a quelqu'un qui disait « Oh oui, mais vous voyez, bon, si nous mettons Katende en marche, eh bien, il faut encore transporter l'électricité, ça va créer des problèmes, et les solaires, on va les mettre sur place. » Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les techniques de transport d'électricité, nous les maîtrisons depuis les années 60. Nous avons construit Inga 1, Inga 2, et ainsi de suite, Kakobo, là, et Zongo et tout le reste. Nous savons comment il faut le faire. Et permettez-moi de vous dire que nous avons eu un débat, je suis ici toujours en ligne, avec mes collègues ingénieurs civils au Congo, dans lequel j'ai fait la constatation de voir que jusqu'à aujourd'hui, en fait, même au Katanga, où il y a beaucoup de centrales hydrauliques qui sont en train de se mettre au point, nous utilisons toujours la même technologie des années 1970. Et quand j'ai posé la question, pourquoi est-ce que nous faisons cela? Et je vais dire, parce que cette technologie, c'est un transport à 220 000 volts, et puis aussi avec des machines électriques appropriées qui donnent quelque chose comme 10 000 volts à la sortie. Quand j'ai posé la question, on m'a dit, non, c'est une question d'uniformiser les outils et les éléments, en fait, de production. Mais c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce qui nous empêchait de mettre ça au point? Et si Katende produit, Kananga sera électrifié, je peux voir des villages, même des endroits, mais on peut aller jusqu'il est beau, sans problème. En fait, c'est ça, moi, ce que je vois. Bon, et je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui est fait à la présidence. C'est vrai aussi, je vais vous dire quelque chose que, bon, j'étais à Kinshasa, j'ai vu, monsieur le président a fait une journée d'électricité, plutôt c'était à Matadi. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce jour-là. Centrale. Voilà. Et vous avez vu ce qui s'est passé?
Eh bien, moi, personnellement, j'étais ici aux États-Unis, j'ai suivi vraiment à la lettre ça. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de discours, mais pas de techniciens qui peuvent discuter technique. Il est temps, franchement, que notre Premier ministre réunisse des ingénieurs qui sont experts dans le domaine, que nous puissions nous asseoir, que chacun, même de façon contradictoire, chacun avec ses idées, parce que c'est des échanges des idées que j'ai eu la lumière, et que nous puissions voir un peu, faire ce que nous pouvons, réparer les outils que nous avons. Et Monsieur le Président, à un moment donné, j'ai entendu, il avait parlé d'un contrat avec General Electric, ici aux États-Unis, pour rétaper nos centrales d'Inga. Et ça, je le sais parce que j'ai des étudiants qui travaillent là-bas, qui ont déjà terminé. Eh bien, toutes les machines ne sont pas fonctionnelles. Réparons ces outils, augmentons la capacité d'électricité sur Kinshasa. Et quand vous voyez des délestages qui se font, pourquoi est-ce qu'on fait des délestages? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité pour tous. Eh bien, on augmente un tout petit peu la production au niveau d'Inga, on l'amène au niveau de Kinshasa, on descend dans les quartiers. Si un quartier, on a besoin de délestage, regardons les transformateurs. Est-ce qu'ils sont capables? Parce qu'on sait bien qu'avec le temps, le nombre d'habitants a augmenté dans toutes les communes. Essayons d'adapter nos transformateurs. Et donc, un transformateur, il est fait pour quelque chose comme 100 kVA, mettez-en des 200 kVA, ça ne va pas nous coûter des millions, ça. Parce que les transformateurs, c'est une vieille technologie, bien maîtrisée, et qui aujourd'hui a un prix très raisonnable. Professeur Michel Omikanda, vous qui nous sommes vraiment heureux de vous avoir, parce que ça nous permet d'échanger. Chacun dans son pays, dans le monde, lutte contre la COVID-19 avec ce qu'il y a comme moyen. Il y a ceux qui créent des cadres carrément adaptés pour mieux vivre. Il y a ceux qui sont forts dans les secteurs pharmaceutiques. Il y a ceux qui sont forts dans les secteurs de l'industrie. Et nous avons cette possibilité avec l'énergie électrique, nous adapter pour créer un environnement où la COVID-19 ne peut pas s'attaquer à n'importe qui parce que là où il y a de l'électricité, vous pouvez implanter les hôpitaux, vous pouvez implanter des entreprises. Ça fait appel à des routes parce que, comme dans nos villages, c'est là où il y a le feu, c'est là où les gens viennent et parlent des grandes décisions. J'ai aimé ce que vous avez dit, alterner les énergies. Donc, la journée, vous commencez avec un type d'énergie. Le soir, vous basculez vers un autre. Maintenant, vous avez soulevé un point, les circuits de production de l'énergie électrique en République démocratique du Congo, comme vous l'avez dit, depuis plusieurs années, elles sont devenues désuètes, il faut un budget. Circuit de distribution, vous l'avez aussi expliqué. Circuit de consommation aussi, ça aussi c'est un problème parce qu'avec la démographie, les cabines, les installations électriques ne sont plus adaptées à la demande au niveau des quartiers, de communes, des villes, parce que le nombre, il y a boom démographique. Maintenant, professeur, en tenant compte de la multiplicité de défis en République démocratique du Congo, par où commencer pour pouvoir essayer de voir le bout du tunnel? Vous avez dit l'avantage du Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama, le connaît, il est ingénieur et vous lui demandez de rester ingénieur. Par où commencer? Quelle est la stratégie à mettre en œuvre? Par où il doit commencer, professeur? En fait, si mon frère m'écoute aujourd'hui, je suis ingénieur comme lui, la première chose, regardons l'outil que nous avons. Nous avons la centrale Inga 1 et Inga 2. Parlons seulement de cela, je sais qu'ils fournissent Kinshasa. Réparons l'outil que nous avons. Parce que c'est la réparation de ces outils, et j'en connais quelque chose parce que toute ma formation, c'est électrotechnique. Ce sont des machines électriques. Ce sont des technologies qui datent, comme je vous dis très bien, nous sommes encore dans des très vieilles technologies, des années 60, 70. Donc, ça ne doit pas coûter vraiment aussi cher que ça pour que le pays puisse s'endetter. Réparons les outils que nous avons, on s'assure que toutes les machines que nous avons à Inga tournent et produisent de l'électricité. Et si nous avons des tuyaux qui amènent de l'eau aux environs des turbines qui sont ensablées, essayons d'amener des gens, engageons des jeunes gens qui sont à Kinshasa, on les amène là-bas pour faire le travail manuel si c'est nécessaire, réparons l'outil que nous avons.
Quand nous avons réparé au niveau de la production, nous avons déjà des lignes qui amènent l'électricité sur Kinshasa. Veillons à ce que ces lignes soient en bon état. Nous sommes au Congo dans un climat qui est assez bon. Je ne pense pas que nous avons beaucoup de problèmes avec nos lignes de transport, parce que j'ai même entendu que de temps en temps, nous transportons l'électricité à de puissances basses, parce que nous n'avons pas assez. Le problème maintenant de Kinshasa, eh bien, moi-même, quand je suis revenu après 30 ans à Kinshasa, je ne pouvais plus reconnaître le Congo. Pourquoi le Kinshasa? À cause de la démographie. Et qu'est-ce que c'est en termes d'électricité? Ça veut dire tout simplement ceci, mon frère, et écoutez-moi. Ça veut dire, quand vous amenez le courant d'Inga, il arrive dans une sous-station. Il y a un appareil qu'on appelle le transformateur. Et le mot est trop savant, mais c'est un truc très simple, vieille technologie, bien maîtrisée. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour les avoir ou les faire construire. Et avec ce transformateur, vous ramenez la tension bas, au niveau bas, pour l'utilisation. Et je dirais, bien sûr, nous commençons à 220 000 volts. Il faut descendre petit à petit au fur et à mesure que l'on transporte jusqu'à ce qu'on arrive à 220 à 240 à la maison. Eh bien, qu'est-ce qui fait ce travail-là? C'est le transformateur. Et ce transformateur, eh bien, ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est qu'à certains endroits, on peut aller voir des cabines de la SNEL parce que la porte a disparu. Vous voyez des vieux transformateurs de l'époque. Eh bien, tout ce qu'il y a, c'est révisitons un peu partout en fonction des démographies que tout Quinois connaît, augmentons les capacités de nos transformateurs. Ça, c'est la première chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu aussi des ponts, comment est-ce qu'on appelle connexion directe ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un va payer un peu d'argent à la SNEL et on le branche directement sur la cabine. Eh bien, je peux vous dire que malgré cette anarchie, si on augmente la puissance, la capacité du transformateur à accepter une intensité électrique énorme, eh bien, on peut aménager ce genre de problèmes. Eh bien, ça, c'est une politique qui pourrait nous amener petit à petit à éliminer le délestage. Qu'est-ce que c'est qu'un délestage, mon frère? Je voulais vous le définir en termes simples. Si vous avez 2 points de Kinshasa, et si à un instant donné T1, le courant apparaît au point 1, et puis à un moment donné, il disparaît. Et puis un autre instant T2, le courant apparaît au point numéro 2. Eh bien, je vous dis de façon technique, technologique et scientifique, c'est-à-dire que ces 2 points sont connectés au réseau. Que personne ne vous trompe. Eh bien, ce qui arrive là, c'est un homme qui est venu et qui a décidé de couper. Et pour moi, parce que la connexion existe, eh bien, faisons ce qu'il faut pour que ces interruptions n'arrivent pas. Et pour que ces interruptions n'arrivent pas, c'est le transformateur. C'est le transformateur. Et bien sûr, et ça, cela veut dire quoi? Que nous avons produit déjà à la source, et je vais insister parce que j'ai parlé à beaucoup de mes étudiants qui sont à Inga. C'est très rare d'apprendre que toutes les machines fonctionnent à cause des pannes. Et je veux encore rappeler que Monsieur le Président, je crois à un moment donné, je n'ai plus de mémoire exacte, avait l'option de parler avec General Electric des États-Unis pour essayer de réparer nos machines. Réparons les outils que nous avons et essayons de faire avec ce que nous avons, parce qu'avec le Covid aujourd'hui, vous savez, je vois mal comment un pays comme les États-Unis va aller emprunter de l'argent au Congo au moment où nous avons des problèmes ici sérieusement. D'ailleurs, Biden a eu beaucoup de problèmes pour passer son budget de 1 900 milliards de dollars. Donc, vous comprenez un peu le climat politique dans lequel nous sommes. Et c'est un peu ça. J'imagine personnellement que si nous rentrons dans les choses comme des réparations, il y a beaucoup de Congolais aussi qui ont été formés à l'étranger, à l'ISTA, à l'UNIKIN. Ils peuvent qualifier pour faire ce travail parce que souvent, quand on doit faire venir des expatriés, faire venir la main-d'œuvre internationale, chinoise, française, américaine, ça coûte cher et ça pèse sur le budget. Est-ce que nous avons nos fils et nos filles dignes de la République démocratique du Congo capables de mener à bien ce travail? Oui, oui, oui. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple, mon frère. Moi, j'ai travaillé ici aux États-Unis. Ça fait 25 ans que je suis ici. Avant ça, j'étais professeur assistant à la faculté polytechnique de Mons en Belgique. Mais vous comprenez que bon, si vraiment mon pays me demande de faire le même travail que j'ai fait ici, là-bas, pourquoi je ne le ferai pas? Mais vous voudriez des conditions, je ne suis pas seul. Vous voulez avoir les mêmes conditions que vous aviez à Mons, Général Motors. Ici, c'est ça aussi le problème. Vous accepterez d'être piqué par des moustiques, vous accepterez d'être payé en retard, vivre comme vos frères ici. C'est ça aussi la problématique de nos frères et sœurs qui viennent de l'étranger, de la diaspora surtout. Hein? Bah,
Ben regardez moi-même, comme je vous dis, ça fait depuis 2015 que je vis au Congo. Parfois même, je passe inaperçu. Les moustiques peuvent me piquer. En fait, moi, ce que je dirais plutôt, c'est qu'il y ait une politique d'encadrement. Parce que pour que nous puissions, la diaspora puisse travailler chez nous, nous n'avons pas besoin de quitter ce que nous faisons ici. Mais nous pouvons venir là-bas et participer avec nos frères, nos étudiants, nos ingénieurs et faire des choses ensemble. Et moi, je viens là-bas. Donc, je participe à tout. C'est comme je vous ai dit que j'ai eu le privilège d'être membre du jury de la première journée de l'inventeur et de l'innovateur congolais. Et j'ai été président du jury. Pourquoi est-ce que j'ai été sélectionné? Parce qu'en fait, moi-même, j'ai une centaine de brevets. Et donc, j'en connais quelque chose. Et qu'est-ce qui m'empêche? J'ai partagé avec mes frères. Et après cette émission que j'ai eue, je vous ai dit que bon, j'étais inondé par des appels. Il y en a qui me demandent encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des idées. Est-ce que nous pouvons venir? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Donc, ce que je veux dire, c'est que nos frères, on peut sentir depuis un certain temps, moi je suis dans la diaspora depuis longtemps, le Congolais veut rentrer chez lui. Mais seulement quand nous rentrons chez nous, ça je peux vous le dire, on n'est pas toujours bien accueillis. Je veux vous le dire, et ça, regardez autour de vous, vous allez voir. Parce que nos frères qui sont restés parfois ont peur de nous. Ils pensent que nous venons pour prendre leur poste. Alors que quelqu'un comme moi, pourquoi est-ce que je viendrais pour prendre le poste de mon frère? Et pourtant, je viens pour que nous puissions travailler ensemble. Donc, il y a moyen que notre pays crée un cadre. Par exemple, moi, si je viens au Congo et que je travaille là-bas pour la SNEL, et qu'à un moment donné, nous avons besoin, par exemple, d'importer même de l'équipement américain de General Electric, parce que la plupart de ces équipements aussi venaient pour la plupart des Américains qui ont installé Ying à l'époque. Écoutez, moi, je connais la culture américaine, j'essaie de leur parler dans leur langue, je connais leur culture, je ne vais pas me faire tromper de quoi que ce soit, je saurais gagner quelque chose pour les Congo. Permettez-moi, avant de terminer, de vous dire ceci. Vous savez pourquoi Israël est Israël aujourd'hui? C'est la diaspora juive ici. Et je vous dis que quand vous voyez comment tout juif travaille pour le bien d'Israël, sans perdre de sa nationalité juive, ni la là où il est, et vous dites, mais pourquoi est-ce qu'au Congo, parfois, on continue à entendre des choses? Ah, yo, au Canada, donc au commandant américain, yo, au commandant belge. Vous voyez un peu cette mentalité. Et quand les gens utilisent ce genre de choses, c'est pour vous couler. Ce n'est pas vraiment dans le sens de dire nous avons une constitution, non. C'était un peu pour dire, écoutez, bon, on trouve un petit maillon pour... moi, j'ai cette couleur, non. Vous dites, moi, j'enseigne, je travaille avec les blancs ici. Vous me regardez, vous voyez vraiment que je suis un blanc. Donc, c'est toujours des faux problèmes. Je pense que nous pouvons faire des choses. Et je ne suis pas seul comme Congolais. On se connaît parmi nous. Le Premier ministre lui-même, j'ai appris qu'il est né en France. Je crois qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il reste ingénieur. Et le temps venu, et ce que j'aime le plus, que je voudrais vraiment voir moi personnellement, chaque fois qu'il y a des débats technologiques au Congo, n'écoutez pas une voix. Réunissez plusieurs experts, chacun avec sa voix, que tous on entre dans une salle comme les États-Unis, ont rassemblé tous les chercheurs allemands dans les environs de 1944 et que la bombe atomique est née ici aux États-Unis. Eh bien, nous, comment nous pouvons faire ça? En discutant parmi nous, en regardant ce que nous avons et en les réhabilitant. Pour ça, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces échanges si riches? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais nous trouverons encore un moyen pour encore échanger et éclairer l'opinion. Moi, ce que je peux dire, c'est que le Congolais n'est pas bête. J'enseigne à l'ISTA, je suis venu là-bas, et si j'y reste, c'est parce que j'ai vu des cerveaux. Nous avons fait la journée qui a été patronnée par le président de la République. Le Premier ministre lui-même est venu le remplacer et ça a été organisé par le ministère de l'Industrie et le ministère de la Recherche scientifique. J'ai vu des idées innovatrices des jeunes et même des adultes. Qu'avons-nous fait de tout ça? Ces gens-là continuent pour certains à me contacter jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous avons parmi nous des Congolais qui ont fait des études à l'étranger et qui peut-être sont à l'étranger comme moi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de favoriser à ces gens-là qui viennent ne fût-ce que contribuer à notre pays de temps en temps? Eh bien, avec la COVID, nous nous sommes rendus compte que, par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'être là-bas au Congo. Je peux organiser une séance d'enseignement comme nous sommes en train de faire comme ça à l'ISTA. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste des moyens de connexion informatique et Internet. Et si ce genre de choses se font, pourquoi est-ce que je n'appellerai pas un collègue à moi
gratuitement qu'ils viennent et qu'ils donnent un cours, ou peut-être même j'aille dans les labos de General Motors, demander que je montre à mes étudiants congolais un peu où est-ce que nous sommes aujourd'hui avec une technologie ou une autre. Voilà. On sait que ça peut se faire, c'est tout ce que je peux demander franchement, que nous puissions profiter de l'après-Covid parce que les pays comme les États-Unis, la Chine et ainsi de suite vont exploser du point de vue technologique. Je peux vous dire, j'ai vu le nombre de brevets maintenant qui sont en train de sortir, les idées. Pourquoi? Parce que nous avons eu un peu plus de temps pour rester ensemble et travailler un peu plus d'heures pendant la journée. Eh bien, je voudrais que le Congolais puisse participer à ça. C'est dans l'adversité, c'est dans les moments des grands défis que l'homme arrive à se surpasser. Et pour pouvoir se surpasser, c'est à partir de ce que l'on a dans son environnement et ses capacités pour pouvoir s'adapter. Et le secteur de l'énergie électrique peut être l'un des secteurs par lesquels la RDC peut aussi s'en sortir par rapport à la COVID-19. Implanter les infrastructures, créer les développements, créer un cadre que lorsque vous êtes en face à de telles pandémies, vous avez des hôpitaux partout pour faire des prélèvements. Vous avez des centres de pharmacie adaptés. Vous avez tout ce qu'il faut pour assurer la production et subvenir aux besoins de la population. Car c'est là où il y a un feu dans le village que les habitants du village accourent pour pouvoir échanger et parler. Un grand merci, professeur Michel Omekanda Voki. Je vous remercie beaucoup. Vous nous avez raté ce soir. Rattrapez-vous sur toutes nos plateformes partenaires, que ce soit à la télévision ou sur Internet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.